السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في هذه القراءة الصوتية المباشرة. إن شاء الله سأتقاسم معكم قراءة صوتية من كتاب La Sociologie sous la direction de Karl van Meter ou Mettez. Cet ouvrage, هذا الكتاب, en fait, est une collection de textes d'auteurs. هذا يعني كتاب فيه مجموعة من النصوص لمجموعة من رواد السوسيولوجيا. فليس فيه نقاش وإنما فيه نصوص مكتوبة من رواد السوسيولوجيا منتقات ومختارة. إذن من هم الرواد الذين طبعا وضعت نصوصهم هنا؟ نجد مونتسكيو، كيتلي، أدولف كيتلي، Auguste Comte, Alexis de Tocqueville, Frédéric Leboeuf, Karl Marx, Herbert Spencer, Vilfredo Pareto, Ferdinand de Tönnies, Veblen, Thorstein Veblen, Georges Simmel, Émile Durkheim, George Herbert Mead, Robert Ezra Park, Max Weber, Marcel Mauss, Maurice Halbwach, Radcliffe Brown, Bronislaw Malinowski, Gurevitch, Alfred Schultz, Paul Lazarsfeld, Talcott Parsons, Friedman, Adorno, Theodore, Raymond Aron, Robert King Merton, Charles Wright Mills, Cazeneuve, Harold Garfinkel, Ballandier, Michel Crozier, Irving Goffman, Alain Touraine, Sicorel, Habermas Jürgen, Pierre Bourdieu, Raymond Bedon. إذن هؤلاء هم رواد السوسيولوجيا. في هذا الكتاب اللي عنوانه لا سوسيولوجي فيه مجموعة من النصوص المنتقاة والمختارة لهؤلاء الرواد. préface. Donc سأقرأ la préface ثم la sociologie, histoire d'une discipline. بدأوا بلا préface. Préface. Visibilité méthodologique pour les écoles invisibles. En ouvrant un livre de collection de textes d'auteurs, le lecteur se pose deux questions. يعني طبعا القارئ عندما يفتح كتاب من هذا النوع الذي فيه مجموعة من النصوص المختارة والمنتقاة، مجموعة من رواد السوسيولوجيا، القارئ يتساءل qui ont-ils choisi؟ من الذي اختار هذه النصوص أو من يعني اختير، وطبعا comment ont-ils sélectionné les auteurs؟ يعني كيف اختاروا، من الذي اختار وكيف اختاروا يعني الكتاب أو الرواد. Dans une science difficilement discernable telle que la sociologie, avec son histoire et son statut épistémologique assez particulier, ces deux questions se transforment en يعني بمعنى بالنسبة لعلم الاجتماع اللي هو علم صعب وله تاريخ وطبعا وضع épistémologie خاص، فهذه الأسئلة تتحول إلى سؤال أول: quelles écoles de sociologie sont représentées؟ ما هي المدارس السوسيولوجية الممثلة في هذا الكتاب؟ Et la question suivante: à quelles écoles appartiennent les responsables du livre؟ إلى أي مدارس ينتمي المسؤولون عن هذا الكتاب؟ Ne pouvoir répondre à ces questions serait une faute grave. إذا لم نستطع الإجابة عن هذه الأسئلة أو عن هذين السؤالين سيكون خطأ كبير. S'agissant d'un livre qui se veut représentatif d'une discipline، خاصة أن الكتاب يراد منه أن يكون ممثلا يعني للسوسيولوجيا. Dès les premiers contacts avec Emmanuel de Bariskiel au sujet de sa nouvelle collection de textes essentiels, le caractère crucial du choix des auteurs sociologues a été évoqué. إذن منذ اللقاءات الأولى مع إيمانويل فاريسكيل، وهذا أحد الذين ألفوا الكتاب،
حول يعني طبعا هذه النصوص المختارة. فكان نقاش أساسي حول اختيار الكتاب السوسيولوجيين، نقاش حول اختيارهم. Notre réponse immédiate était que ce choix ne pouvait être en aucun cas individuel. وبالتالي فكان الجواب هو أن اختيار هذه النصوص لا يمكن أن يكون فرديا، mais devrait être fait en suivant une méthodologie. وإنما يجب أن تختار هذه النصوص من خلال منهجية claire et formelle واضحة يعني. Sur cette base طبعا على هذا الأساس l'Association internationale de méthodologie sociologique، الجمعية الدولية للمنهجية السوسيولوجية، accepté فقبلت مسؤولية الكتاب اللي هو les textes essentiels de la sociologie، يعني النصوص أساسية في السوسيولوجيا. Cette équipe هذا الفريق العمل مكون composé de la rédaction de la revue scientifique. إذن هو مكون أولا من طبعا طاقم تحرير المجلة العلمية Bulletin de méthodologie sociologique BMS. comprend وموجودة يعني هذا الفريق فيه كل من كارل فان موتي، فيليب سيبوا، ليز مونيي، إيماري أونج شيلتز. إذن هذو هما اللي انتوري دان ريزو. هذا الفريق محاط بشبكة من المراسلين، يعني من المستشارين أصدقاء سوسيولوجيين qui touchent la plupart des milieux sociologiques aussi bien qu'en France، سواء كان الأمر في فرنسا أو في يعني الدول الأخرى. à travers le comité de recherche، من خلال طبعا لجنة البحث التي تسمى بميثودولوجي لوجيك de l'association التي تنتمي إلى الجمعية الدولية للسوسيولوجيا، والتي طبعا BMS اللي هي bulletin de méthodologie bulletin de méthodologie sociologique، مجلة طبعا تابعة لها طبعا et actuellement le véhicule. La première étape، المرحلة الأولى، étape passée par l'établissement d'une liste d'une trentaine d'auteurs. إذن كانت المرحلة الأولى يعني إعداد لائحة فيها مجموعة من لما نقول عشرات une trentaine d'auteurs représentatifs de la sociologie mondiale، يعني يكونوا طبعا ممثلين للسوسيولوجيا العالمية منذ بدايتها طبعا من مختلف المدارس السوسيولوجية. Une liste initiale fournie par l'éditeur، كانت هناك يعني لائحة أولية fournie par l'éditeur et comprenant une vingtaine d'auteurs، كانت يعني العشرات، a été envoyée à des membres de ce réseau. طبعا أعدها الناشر وبعثت أو أرسلت لأعضاء هذه الشبكة لفحصها وإعطاء رأيهم afin de leur demander leur avis. En France مثلا في فرنسا تم الاستعانة واستشارة nous avons ainsi consulté avec les membres directs de طبعا مع أعضاء الجمعية الدولية للمنهجية السوسيولوجية. تم استشارة طبعا دانيال ديريفغي، برنار بيير ليكويي، دومينيك مارليي، جون ميشيل بيرتلو، جون بيير دورون. في يعني الدول الأجنبية à l'étranger nous avons consulté، تم استشارة نيل سميلسر من جامعة كاليفورنيا بيركلي، وراينر ليبسيوس من جامعة هايدلبرغ في ألمانيا، هايدلبرغ أظن في ألمانيا أظن. Pour vérifier ces listes de collègues sociologues par rapport à l'utilisation actuelle des textes auteurs, nous avons demandé l'avis de Françoise Olagne, responsable de la base sociologie du fichier français de l'Institut de l'information scientifique et technique. De Blandine Vett, responsable de la bibliothèque de sociologie du Centre national de la recherche scientifique. إذن تم استشارة أيضا مجموعة من الشخصيات لإعطاء آرائهم حول هذه اللائحة، لائحة السوسيولوجيا للمنتقات. Toutes ces listes ont été rassemblées dans une liste commune. هذه اللوائح جمعت في لائحة مشتركة qui a recueilli l'avis de chaque personne consultée. Les 38 auteurs sociologues qui ont ainsi fait l'objet d'un consensus ont été retenus. إذن ففي الأخير تم الاحتفاظ ب 38 سوسيولوجيا اتفق الجميع حولهم إضافتهم إلى اللائحة مع بعض الاستثناءات طبعا.
Les exceptions existent toujours. الاستثناءات دائما موجودة. Ils servent souvent de base pour juger la qualité du produit final. وطبعا أحيانا الاستثناءات طبعا تكون كقاعدة أساسية للحكم على جودة المنتوج النهائي. En effet, un livre est toujours une équation jamais définitive figée entre le temps disponible pour sa réalisation, le budget alloué, la disponibilité au moment voulu des collaborateurs et l'entente entre tous les membres du projet. Parmi les exceptions, مثلا بين الاستثناءات un sociologue américain أحد السوسيولوجيين الأمريكيين الذين لم تترجم أعماله إلى الفرنسية وسوسيولوجي آخر فرنسي qui a refusé de voir paraître ces textes sous la forme proposée. وهناك سوسيولوجي فرنسي تم اقتراحه لكن هو شخصيا رفض أن تظهر كتابته بهذه الطريقة. طبعا اللائحة مثلا تغيب فيها بعض الأسماء اللامعة في السوسيولوجيا الفرنسية. ربما هذا السوسيولوجي الذي رفض قد يكون لا أعتقد قد يكون ربما فرانسوا دوبي أو برنار لايغ لأنه من الأسماء اللامعة في السوسيولوجيا الفرنسية. ربما قد يكون الأمر كذلك. Une fois la liste d'auteurs établie, l'équipe a réalisé un premier choix des textes et ses auteurs de textes de ces auteurs et une liste de présentateurs potentiels de ces textes. Nous avons été إذن بعد ذلك عندما أعدوا لائحة السوسيولوجيين الذين سيدمجهم في هذا الكتاب اللي كما أشرت هو كتاب نصوص مختارة يعني لمجموعة من السوسيولوجيين نصوص ليس هناك يعني بحث حولهم وإنما نصوصهم مباشرة من كتبهم. Nous avons été aidés par Geneviève de Peslouan pour le choix de texte de Georges Gurevitch. مثلا تم الاستعانة بجونفييف de بسلوان لاختيار نصوص جورج غورفيتش وكذلك تمت الاستعانة بنيكولا إغبان من أجل اختيار نصوص ميرتون روبرت ميرتون sociologue américain. L'une des règles imposées était, bien sûr, qu'un membre reconnu d'une école de sociologie ne pouvait être retenu comme présentateur d'une école adverse. طبعا القاعدة التي تم اعتمادها وفرضها هي أنه لا يمكن لشخص ما أن يقدم لنصوص أو يختار النصوص وهو ينتمي إلى المدرسة السوسيولوجية المعارضة. مثلا شخص ما ينتمي إلى المدرسة الدوركيمية لا ينبغي له أن يقدم مثلا نصوص لإيرفين غوفمان مثلا. Quant au choix final des extraits de texte, celui-ci a été établi en négociation dialectique. طبعا بعد ذلك اختيار النهائي للنصوص المختارة يعني النصوص كان عبر مفاوضات جدلية ونقاشات مع كل يعني شخص سوف قد يعني أعد يعني النصوص يعني مقدم النصوص. Nous avons essayé de convaincre de notre choix le présentateur, mais nous nous sommes aussi laissés convaincre par ses arguments, d'ailleurs peu fréquents, en faveur d'une modification de choix. Voilà. Les introductions de chaque chapitre ont été réalisées par chaque présentateur dans un processus d'échange entre lui, le responsable du livre et l'éditeur. Chaque intervention avait des exigences légèrement décalées et l'accord n'a pas toujours été sans heurts, mais nous n'avons perdu personne en cours de route. Des extraits de texte ont été saisis largement grâce à des lecteurs optiques informatisés par une équipe au centre de recherche sur le Brésil contemporain de l'école des hautes études en sciences sociales à Paris, composée de Paulo César Moura de Freitas et Lucien Andrea Parso et par Rachid Meziani du centre de calcul Groupe Livre de l'Université Paris 8, ça veut dire Paris 25 à Saint-Denis. C'est largement grâce à leur travail que ce livre a pu être réalisé en si peu de temps. La matière de base, les textes des sociologues, a été surtout fournie par la bibliothèque de la Maison des sciences de l'homme à Paris, la bibliothèque de sociologie du CNRS et des collègues sociologues ont également fourni certains ouvrages rares ou difficiles à trouver, et parfois frappés de l'interdiction de ne pas sortir. Un travail important a été effectué par Françoise
Potrel et Pierrette Andrès du laboratoire d'informatique pour les sciences de l'homme et du CNRS à Paris concernant les expéditions, relations avec les collaborateurs et 1000 autres travaux qu'implique la préparation d'un livre de 3 200 000 signes et de quelques 800 pages. Enfin, en dépit des tâches bien ardues que sont les coups de téléphone à toute heure, des semaines sans week-end, des dîners vers minuit, sans parler d'un compagnon peu dispo et peu ouvert à autre chose, je suis heureux que Béatrice de Pondy ait pu participer à la rédaction de cet ouvrage en la facilitant. Fort de toutes ces collaborations autour d'une méthodologie visible, nous croyons pouvoir présenter ici une anthologie de textes sociologiques sérieuses, un ensemble d'écrits choisis parmi les contributions les plus importantes de toutes les écoles invisibles de la sociologie comme discipline distincte et définie comme science. Donc, النص هذا أو المقدمة أو شرح يعني منهجة الكتاب قدمه كارل فان ميتي أو ميتير. La sociologie, الآن سنمر إلى la sociologie histoire d'une discipline تاريخ يعني مادة إذن من طرف جان ميشيل بيرتلو. Un recueil de textes est une sorte de musée يعني جمع نصوص لمجموعة من السوسيولوجيين طبعا هو نوع من المتحف يعني متحف فيه نصوص سوسيولوجية. D'un auteur à l'autre, le lecteur passe comme l'amateur d'art déambulant de salle en salle. Au gré de son inspiration, il peut sauter un texte, s'attarder longuement sur un autre, saisir la tonalité unique d'une œuvre, repérer les grandes lignes d'une évolution. Chaque pièce exposée est ainsi arrachée à son histoire singulière pour être conviée à la célébration commune de ce dont elle apparaît à la fois comme un moment, un témoignage et une exemplaire réalisation. Illusion, trahison, qui dira à l'amateur pressé, arpentant les salles au pas de charge, la passion, l'émotion, la tendresse, le drame attaché à ses œuvres, que son impatience oublie. Qui rendra au lecteur moderne, rebuté par un vocabulaire désuet ou une rhétorique fanée, la force de conviction et de révélation de lignes pour lesquelles des hommes s'enflammèrent. N'y a-t-il plus là qu'une mise en scène funèbre où s'abîme définitivement le sens par lequel l'objet était œuvre? Et pourtant, les choses ne sont pas si simples. Œuvre et texte sont à l'articulation de deux mondes, de celui qui les voit naître et de celui où, une fois reconnus, ils vivent d'une vie propre. Il existe tout autant, si ce n'est plus, par leur reproduction, leur citation, leurs commentaires, que par leur singularité physique. Mutilé, découpé, analysé, un grand texte s'inscrit dans les 1000 réseaux d'une activité contenue de connaissances ou d'expression. Chaque pièce est ainsi continuellement et multiplement associée à d'autres. Au-delà de l'extériorité réciproque inhérente aux objets singuliers, se tissent entre les œuvres des liens internes, de convivence, de connivence, d'interpellation, de soumission, de révérence, de révolte, traçant peu à peu les bornes et les repères d'un territoire. Le nôtre, dans cet ouvrage, est la sociologie. Aporie d'une définition. Qu'est-ce que la sociologie? Dans la tradition philosophique, une aporie est l'embarras qu'occasionne un problème difficile, souvent insoluble. Où est ici l'embarras? La sociologie semble se reconnaître aisément, même si le sociologue se délecte volontiers d'anecdotes comme celle-ci. Vous êtes sociologue? Ne me parlez pas des sociologues après ce qu'ils ont fait à mon pauvre mari. Oh, encore, vous faites des études de sociologie?
C'est pour rentrer dans la police, habituellement, notamment pour se disculper dans des situations de ce type, on définit la sociologie comme science de phénomènes sociaux, ou plus prosaïquement comme l'étude de la société. Une telle définition a l'avantage de situer la sociologie du côté des disciplines scientifiques et de la distinguer de l'art, de littérature et de la philosophie. Une distinction qui, cependant, n'a pas toujours le tracé ferme et assuré d'une frontière bien dessinée. Lorsque le philosophe s'intéresse à la cité, à l'histoire, aux mœurs, n'est-il pas un peu sociologue? L'écrivain, le cinéaste, voire le peintre ou l'architecte, ne le sont-ils pas ainsi, ne le sont pas aussi parfois dans leur aptitude à montrer et analyser des situations sociales concrètes? Ce flou dans le tracé des frontières scientifiques n'est pourtant pas le plus préoccupant. La sociologie n'en a pas l'exclusivité et on le retrouve en histoire ou en psychologie. On peut par ailleurs concevoir qu'une même ère du réel, en l'occurrence le social, soit l'objet de visées diverses, expressives, art, littérature, réflexive, philosophie, cognitive, science, pratique, droit, politique. Par contre, qu'entend-on précisément scientifiquement par le social? Durant longtemps, l'intérêt pour la société a privilégié le thème de l'ordre, plus précisément de l'ordonnancement. La pensée politique oscillait entre la recherche sur le fondement divin ou naturel de cet ordre et la réflexion sur d'autres ordres possibles. Le social était soit chose divine, au même titre que la nature dont il achevait le plan, soit création humaine, selon les termes d'un contrat originel. Dans les deux cas, il n'avait aucune consistance, aucune densité propre. Cette conception va dominer la pensée occidentale jusqu'au 8e siècle, où les théoriciens du droit naturel et du contrat social l'emporteront définitivement sur ceux du droit divin. Les transformations sociales profondes engendrées par la révolution industrielle et les développements parallèles des sciences de la nature imposeront peu à peu l'idée que les phénomènes sociaux ne sont pas réductibles à un plan préétabli et reposeront la question de leur nature. La réflexion du XIXe siècle oscillera entre diverses conceptions. Marx et Engels, en baptisant leur théorie matérialisme historique, ne rappelleront pas seulement leur appartenance initiale à la philosophie, mais signifieront que les phénomènes sociaux s'inscrivent dans la dynamique historique du rapport matériel de l'homme à la nature. D'autres auteurs, comme Spencer, et d'un certain point de vue avant lui, Auguste Comte, développeront une hypothèse naturaliste, instituant les phénomènes sociaux dans la continuité des phénomènes naturels. La seconde moitié du XIXe siècle verra ainsi fleurir diverses tentatives de réduction du social au biologique, sous les auspices de l'organicisme et du darwinisme social. La sociologie naissante rompra avec cette errance en reconnaissant la nature sui generis des phénomènes sociaux. C'est sans doute Durkheim qui sera le plus net sur ce point. Dans les règles de la méthode sociologique, il les définira comme des manières d'agir, de penser et de sentir extérieures à l'individu et qui sont douées d'un pouvoir de coercition en vertu duquel il s'impose à lui. Ajoutons que les phénomènes sociaux ne sauraient se confondre ni avec des phénomènes organiques, ni avec des phénomènes psychiques. Émile Durkheim dit « Ils constituent donc une espèce nouvelle, et c'est à eux que doit être donnée et réservée la qualification de sociaux. Extérieurs à l'individu,
inscrire aussi bien dans les choses que dans les normes de comportement et les représentations. Les phénomènes sociaux ont donc une réalité objective qu'il importe de saisir au moyen des outils propres à la science. Mais reconnaître aux phénomènes sociaux une réalité spécifique ne signifie pas forcément s'entendre sur le contenu de cette dernière. Dès sa naissance, la sociologie va s'engager dans un incessant mouvement de construction et de déconstruction de son objet. À l'objectivisme durkheimien et ses diverses variantes s'opposera un subjectivisme dont l'idée centrale est qu'il n'y a pas d'activité sociale sans intentionnalité. Un comportement ne se réfère pas seulement à des normes ou à des modèles culturels, mais renvoie d'abord au sens subjectif que lui donne l'acteur. L'incertitude quant à la délimitation de l'objet a pour pendant les conflits de méthode. La sociologie est-elle une science comme les autres ou une science de statut différent? Si le second choix s'avère le juste, selon quels critères se définit-elle comme science? Les universitaires allemands de la fin du XIXe siècle réglèrent ce problème en avançant une distinction fondamentale. Ils opposèrent les sciences de la nature aux sciences de l'esprit ou de la culture. Les premières relevaient de la mesure et de l'expérimentation, les secondes du sens et de l'interprétation. Utile et suggestive, cette distinction se voit cependant remise en cause aussi bien par ceux qui, dans la lignée du Durkheim et du positivisme logique, considèrent que la science ne peut être qu'une, que par ceux qui, prenant appui sur la multitude des techniques et des méthodes réellement utilisées, soulignent le caractère pluriel de la sociologie. Aporie? Oui, sans doute. À l'identification classique d'une discipline par son objet et sa méthode, la sociologie oppose la polysémie du premier et la diversité de la seconde. Mais, à moins que de recourir à une solution efficace et ultime consistant à exclure l'intruse, il faut bien interroger cette spécificité et les critères par rapport auxquels elle se définit. La sociologie est-elle la seule discipline à réellement connaître cette situation? Les critères de l'unicité de l'objet et de la méthode sont-ils si évidents? En fait, ils suggèrent que le réel serait naturellement divisé en territoires: l'inorganique, l'organique, le psychologique, le social. Qu'il suffirait de décrire adéquatement. Cette conception naïve de la connaissance ne correspond plus en rien au mouvement de la science moderne, dont l'objet et les méthodes sont un perpétuel chantier. Mais s'il en est ainsi, si une discipline ne se définit plus, si ce n'est de façon signalétique, par son objet et sa méthode, comment l'appréhender? Notre réponse sera par son histoire, c'est-à-dire par le processus concret de sa construction. La construction d'une discipline. L'histoire d'une discipline n'est pas une chose simple. Il faut d'abord prendre en compte la différence classique, mais incontournable, entre histoire réelle et histoire pensée, entre ce qui s'est réellement passé et ce qu'en rapporte le chroniqueur ou l'analyste. Si une discipline est l'histoire réelle de sa construction, comment en rendre compte? Cette question ouvre à son tour sur un espace de possibles. Que privilégier? Les doctrines, les auteurs, les écoles, les méthodes? Il faut un critère. Celui-ci ne peut être neutre et engage une théorie de la connaissance.
C'est durant longtemps les auteurs ou les savants dans les diverses disciplines scientifiques furent mis en avant, c'est que la science semblait être le résultat de la raison en marche qu'il incarnait exemplairement. À l'opposé, une histoire structurelle d'inspiration marxiste ou durkheimienne a renvoyé au second plan les héros en s'attachant aux conditions objectives qui avaient rendu possible de déterminer leur découverte. Aujourd'hui, l'histoire des sciences s'attache à reconstituer dans le détail les conditions concrètes d'émergence et de devenir des disciplines scientifiques. Appliquons-en le principe à un problème apparemment simple. De quand date la sociologie? À cette question, de réponses génériques sont en général apportées. La première associe l'apparition de la sociologie à celle d'une réflexion organisée et consciente sur la société. La seconde à celle d'une activité de connaissance socialement reconnue et spécifiée par une incarnation institutionnelle déterminée. Dans un cas, selon la définition que l'on donnera à l'idée de réflexion organisée, la sociologie sera fille de la philosophie grecque ou de la pensée des Lumières. Dans l'autre, elle n'apparaîtra qu'au cours du XIXe siècle. Retenons cette dernière conception. Elle a l'intérêt d'associer au projet de connaissance la condition d'une réalisation institutionnelle spécifique. D'une certaine manière, elle rappelle qu'il n'y a pas plus de sociologie sans sociologue que de physique sans physicien. Les premiers sociologues institutionnels sont des universitaires, juristes ou philosophes, et sont d'abord chargés de mettre en place des cours de sciences sociales ou de sociologie avant que très parcimonieusement ne soient créées les premières chaires. En 1887, Émile Durkheim, agrégé de philosophie, est chargé d'un cours de sciences sociales spécialement créé pour lui à l'université de Bordeaux. En 1993, Albion Small fonde la première section de sociologie à l'université de Chicago. La première chaire anglaise est créée en 1907 et la première chaire allemande en 1914 à Strasbourg. La sociologie comme discipline académique date donc de fin du XIXe siècle et ne se construit que lentement. Son audience, cependant, dépasse la précarité de cette première implantation universitaire. Durant la même période, la plupart des grands pays se dotent de sociétés de sociologie et de revues spécialisées, consolidant la discipline nouvelle et affinant les traits du territoire qu'elle bâtit. Voici donc un premier critère. Une discipline se construit en s'institutionnalisant, mais cela ne se fait pas. Des chaires, des cours, des livres peuvent aussi bien participer de la diffusion d'un savoir académique et mandarinal et que du développement d'une discipline scientifique. Pour que celle-ci existe comme telle, il faut qu'elle réalise un processus vivant et autonome de production de connaissances. La sociologie moderne va se distinguer radicalement du mouvement antérieur de réflexion sur le social en ce qu'elle va poser rigoureusement le problème dans son rapport empirique à l'objet. De quel fait le sociologue doit-il disposer pour pouvoir parler d'un phénomène donné? Sur quel fait peut-il s'appuyer pour avancer la légitimité d'une thèse donnée? Ces questions ne sont pas abstraites. Tout un mouvement de connaissance du social va, durant le XIXe siècle, être amené à se les poser concrètement. Les transformations profondes dans les rapports sociaux et les modes de vie qu'entraîne
le développement du capitalisme industriel oblige les pouvoirs publics, les administrations, les collectivités locales, les associations de soutien et d'entraide à changer radicalement leur approche des problèmes et à recourir de plus en plus systématiquement au recensement et à l'enquête. De façon balbutiante, se mettent progressivement en place les procédures. Je ne sais pas, est-ce que ça se prononce balbutiante ou balbutiante. Bon, je dois vérifier après. De façon balbutiante, je pense, se mettent progressivement en place les procédures et les techniques d'un vaste appareil d'observation des phénomènes sociaux et économiques qui ne cessera dès lors de se perfectionner. Les recensements statistiques et les enquêtes sociales apporteront tout au long du siècle une moisson de faits, d'interrogations, de techniques dont la sociologie académique peu à peu apprendra à se nourrir. Le rapport à l'empirie constitue donc un second critère de saisie du mode de construction d'une discipline. Il implique l'ensemble des méthodes de recueil et de traitement des données dans leurs diverses dimensions, compétences utilisées, procédures suivies, instrumentation mise en œuvre, normes adoptées. Mais ce double mouvement d'institutionnalisation et d'ancrage empirique, dont pour les diverses sciences, le laboratoire est la forme moderne par excellence, ne se réaliserait pas si, en amont du processus de connaissance, n'existait pas des incitations puissantes au niveau d'une société. L'activité de connaissance est rarement gratuite. Celle-ci remplit une fonction ou répond à des problèmes. Le passage d'une réflexion générale sur le social à l'élaboration d'une discipline particulière comme la sociologie renvoie en arrière-fond à des bouleversements excédant les cadres de la pensée juridique et politique traditionnelle. Tous les grands sociologues ou penseurs sociaux du XIXe siècle poseront le problème d'une modernité échappant au cadre d'exercice et de légitimité de la société antérieure. Les grandes oppositions conceptuelles qu'ils forgeront seront autant de variations sur ce thème, et le point de départ ou la finalité de leur activité de connaissance sera le plus souvent pratique. Qu'il s'agisse de Marx, de Kant, de Lepley, de Durkheim, chacun conçoit son entreprise de pensée comme un moyen de résoudre les problèmes qu'affronte la société contemporaine. Cet arrière-fond, bouillonnant d'une société en changement, en quête de nouvelles valeurs et de nouvelles légitimités, constitue un puissant facteur de construction d'une discipline telle que la sociologie. Nous avons là un nouveau critère. Un monde en transformation pose de nouveaux problèmes, sécrète de nouvelles énigmes et suscite les savoirs susceptibles de les résoudre. Cet intérêt de connaissance pratique qui pèse sur la sociologie peut l'orienter dans des voies diverses. Connaître pour agir mobilise les diverses modalités de l'action. Technique, réformatrice, révolutionnaire. Durkheim voit dans le sociologue un médecin s'attaquant aux pathologies sociales. Marx inscrit l'activité de connaissance dans le praxis révolutionnaire du prolétariat. Frédéric Lepley crée un mouvement de réforme sociale, prenant le retour à la loi du décalogue. Si le XIXe siècle hésite ainsi entre diverses figures, la sociologie ultérieure aura perpétuellement à résoudre le problème de son statut et de son identité. Cependant, en prenant fondamentalement la science comme norme de référence de son activité, elle adopte une posture impliquant aussi bien, sur le plan interne, un mode déterminé de traitement et de construction de la connaissance que sur le plan externe, un mode déterminé d'inscription dans les enjeux de gestion et de transformation de la société.
Une telle norme de référence constitue un quatrième critère. En prenant compte, point d'appui, le problème de l'émergence de la sociologie comme discipline, on peut donc mettre en évidence au moins 4 dimensions de son processus historique de construction. Ces dernières permettent d'esquisser un tableau de l'histoire de la sociologie répondant à la question initiale posée et définissant l'arrière-fond sur lequel se sont édifiées les œuvres dont nous présentons les extraits. Prémices et fondations. La sociologie comme discipline scientifique et académique a tout juste un siècle. Durant tout le XIXe siècle, s'est opéré un long travail de défrichement du terrain sur lequel les premières fondations seront posées entre 1890 et 1914 par les œuvres principes de Durkheim, Tönnies, Weber, George Simmel. Les grands auteurs du XIXe siècle, Auguste Comte, Alexis de Tocqueville, Karl Marx, Adolf Hitler, Frédéric Lefebvre, Herbert Spencer, sont les accoucheurs de la discipline nouvelle. Ils expriment, chacun selon un mode différent, une première articulation des diverses dimensions que nous venons de décrire. Simultanément, ils révèlent les difficultés de leur association, la nécessaire maturation qui mène d'une pensée forte, mais souvent doctrinaire ou systématique, à une interrogation épistémologique sur les conditions de possibilité d'une science du social. Dans ce XIXe siècle, bouleversé par le développement du capitalisme industriel et la destruction des cadres sociaux et politiques traditionnels, ils illustrent exemplairement cette nouvelle incitation à la connaissance où va germer la sociologie ultérieure. À l'exception de Comte, aucun n'est un homme de cabinet. Par le voyage, Lefebvre a arpenté l'Europe. Tocqueville a fait un long séjour de mission aux États-Unis. Par l'enquête directe ou indirecte, par le goût pour le rassemblement et la confrontation des faits, ils mettent en œuvre un mode de connaissance qui par-delà leur profonde différence est cependant radicalement neuf et rond avec le modèle du philosophe des Lumières ou du voyageur éclairé des siècles antérieurs. Tout se passe comme si un petit nombre d'urgences fondamentales étaient ressenties de façon partagée. Celle de percer le secret de ce nouveau monde en construction. Le triomphe de la démocratie Tocqueville, du mode de production capitaliste Karl Marx, de la société industrielle Spencer, et celle de trouver le remède à ces maux, et dans ces deux directions, celle d'adopter un nouveau mode de connaissance et celle d'entreprendre une action transformatrice. Les legs que cette période fera à la sociologie est décisif. La nécessité de l'enquête de terrain systématique Frédéric Lefebvre, la possibilité d'un traitement quantitatif et statistique des phénomènes sociaux Adolf Hitler, la puissance de la méthode comparative Alexis de Tocqueville, l'exigence d'une saisie à la fois structurelle et historique des faits sociaux Marx Spencer, l'impératif d'une réflexion épistémologique Auguste Comte. Mais tout cela est encore dispersé, éclaté. La richesse de l'enquête sociale au XIXe siècle ne nourrit qu'indirectement la pensée sociologique naissante. Les extraordinaires descriptions de Villerémé ou le prodigieux travail de recensement de Booth ne trouvent pas le complément réflexif qui leur fournirait toute leur portée. La théorie, de son côté, n'échappe pas à la spéculation abstraite chez Comte, à la compilation chez Spencer, à la doctrine chez Marx ou Lefebvre. Le souci de l'action réformatrice ou révolutionnaire, présent si fortement chez Comte, Lefebvre et Marx, s'inscrit dans des activités et des solidarités
organisationnels dont ils sont souvent les initiateurs et qui infléchissent leur activité de connaissance. Le mouvement ouvrier est la première internationale pour Marx, la société d'économie sociale et le mouvement de la réforme sociale pour le Play, la société positiviste pour Kant, mais cette dispersion et ces engagements forts et contradictoires rendent peu possible la constitution d'un territoire de connaissances commun et partagé, en d'autres termes, d'une discipline. À l'inverse, celle-ci se constitue dans la dernière décennie du siècle. Divers éléments permettent de comprendre cette période de fondation qui approximativement s'étend des années 1890 à la Première Guerre mondiale. Donc cette date de 1890 à 1914, c'est vraiment la période de la fondation réelle de la sociologie. Dès les années 1890, le terme de sociologie inventé par Auguste Comte, mais peu usité auparavant, commence à se répandre, notamment en Angleterre et en France. L'œuvre de Spencer, Les principes de sociologie, dont le premier tome paraît en 1876, connaîtra une sorte de légitimation et de crédibilité empirique à un terme qui semblait ne recouvrir plutôt jusqu'alors qu'un projet. Les débats académiques sur la connaissance du social qui commencent à apparaître et s'expriment encore souvent dans des revues philosophiques trouvent là une domination commode et esquissent les premiers contours d'un espace, sinon de connaissance, du moins de préoccupations communes. Cet espace va bénéficier de l'essor universitaire de la fin du siècle qui marquera les divers grands pays développés de l'époque. Le projet de connaissance de la sociologie, même encore vague et inconsistant, y trouve la possibilité d'une première institutionnalisation académique selon les spécificités nationales. Cette implantation sera plus ou moins ample. Aux États-Unis, des cours de sociologie sont donnés dès le début du siècle, dans plus de 227 institutions d'enseignement supérieur. La souplesse et l'esprit d'ouverture de l'institution universitaire américaine permettent une mise en place rapide et directe qui portera tous ses fruits dans la période suivant la Première Guerre mondiale. Institutionnellement plus difficile et bien plus limité en Europe, où les grandes universités ont bâti leur système d'enseignement sur la tradition médiévale, l'implantation universitaire de la sociologie se fera au prix de luttes de reconnaissance qui stimuleront un mouvement d'autodéfinition décisif dans la constitution de la nouvelle discipline. Ces luttes imposeront, à travers un combat pour la légitimité, un mouvement de réflexion épistémologique qui permettra à la sociologie de délimiter son territoire et d'y dessiner durablement les grands clivages qui le marqueront. Donc, طبعا وجدت في البداية السوسيولوجيا صعوبة لدخول الجامعات يعني ما يسمى بمأسستها، والذي سمح لها بطبعا اختراق المؤسسات الجامعية هو العمل الكبير الذي قام به إيميل دوركهيم فيما يخص الإبستيمولوجيا، بمعنى فلسفة المعرفة، أي أن الفلسفة هي التي ساعدت السوسيولوجيا على البروز وعلى المأسسة. L'Allemagne et la France vont être le véritable lieu d'émergence de la nouvelle discipline, qui d'emblée va se construire dans la diversité. Les deux pays ont en commun une tradition intellectuelle forte et un développement scientifique puissant, mais leurs spécificités vont particulièrement se marquer dans le mode de définition que la sociologie va y recevoir.
En France, la tendance dominante est au naturalisme et au spiritualisme. Le premier, marqué par le positivisme de Kant et par l'extension de la méthode expérimentale aux phénomènes biologiques, tend à ramener toute connaissance au modèle des sciences naturelles. Le second domine largement la philosophie universitaire et considère que tout comportement humain individuel ou collectif ne peut avoir d'autre source que l'individu. Ces deux attitudes appliquées à la sociologie aboutissent à la priver de tout contenu. Dans un cas, les phénomènes sociaux se ramènent à des phénomènes biologiques, dans un autre à des phénomènes psychologiques. C'est contre ces deux positions, et les courants sont réclamants au sein de la sociologie, que Durkheim entreprend un véritable travail de fondation, les règles de la méthode sociologique. Son deuxième ouvrage, Construise le territoire de la sociologie, en le dotant d'un objet propre et en le soumettant aux normes communes du rationalisme scientifique. Ce texte n'aurait sans doute pas eu ce rôle fondateur si, simultanément, Durkheim n'avait pas développé son entreprise dans deux directions. Scientifique, d'une part, en apportant de la preuve sur ces phénomènes donnés, le suicide, l'évolution du système scolaire français, le totémisme australien, de la solidité et de la fécondité du programme de recherche qu'il inaugurait institutionnel, de l'autre en rassemblant autour d'un projet commun. L'année sociologique, toute une génération de jeunes universitaires et en menant un combat acharné et permanent, y compris dans les attributions de postes académiques pour la reconnaissance de la nouvelle discipline. Le contexte allemand a bien des égards différents et tout aussi difficiles. Les traditions intellectuelles dominantes, la grande philosophie, Kant, Hegel, Fichte, le romantisme ne sont guère favorables à une approche empirique minutieuse des faits sociaux. Elles vont cependant nourrir un débat avec un positivisme issu des sciences de la nature, dont la sociologie tirera tout le fruit. Autour de 1883, éclatera une grande polémique, la querelle des méthodes, qui, partie de l'économie, gagnera les diverses sciences de l'homme et animera le débat universitaire durant de longues années. L'enjeu est simple. Est-il possible d'appliquer aux faits humains, historiques et culturels la même méthode qu'aux faits naturels? Le positivisme répondait fermement par l'affirmative et c'est la voie dans laquelle devait s'engager Durkheim. إذن هنا يعني la sociologie استعراض تاريخ السوسيولوجيا طبعا يعني هذا الكاتب جون ميشيل بيرتلو يؤكد على أن الفترة التأسيسية القوية للسوسيولوجيا كانت بين 1890 و 1914 وفي الولايات المتحدة الأمريكية يعني السوسيولوجيا اخترقت المؤسسات الجامعية بكل سهولة، بينما في فرنسا وفي الدول الأوروبية وجدت صعوبة في البداية. في فرنسا طبعا يعني أخذت السوسيولوجيا المنحى يعني الوضعاني مع إيميل دوركهيم المتأثر بالفلسفة الوضعية، وفي ألمانيا هناك اتجاه آخر. يعني النقاش كان حول هل فعلا يمكن تطبيق مناهج العلوم الطبيعية على دراسة الإنسان ودراسة الظواهر الاجتماعية. فكان إيميل دوركهيم وأنصار المدرسة الوضعانية يجيبون بنعم، بينما الآخرون أنصار مدرسة التأويل يجيبون بأنه لا يمكن، وبالتالي فإن يعني الظواهر الاجتماعية لها خصوصية مختلفة
عن الظواهر الطبيعية. À l'inverse, les sciences sociales allemandes répondirent par la négative. Cette réponse suscita un travail d'élaboration et de réflexion épistémologique auquel participèrent non seulement des philosophes, mais également des sociologues, et singulièrement Weber et Simmel. وطبعا هذا النقاش الذي كان بين السوسيولوجيا الألمانية والفرنسية ساهم فيه سوسيولوجيون كبار وفلاسفة، من بين السوسيولوجيين الكبار ماكس فيبر وجورج زيمل. من ناحية من جانب فرنسا كان هناك مشروع إيميل دوركهيم. إيميل دوركهيم، عندما نقول إيميل دوركهيم فإيميل دوركهيم بالإضافة إلى تلامذته والذين ينضوون تحت لوائه. Les divers écrits sur la science de Weber, les problèmes de la philosophie et de l'histoire de Simmel ont en commun, par-delà les différences des auteurs, de construire pour la sociologie un programme de recherche fondé sur la double spécificité des phénomènes sociaux. إذن بالنسبة لماكس فيبر وجورج زيمر كتاباتهم حول العلوم، مثلا كتاب Les problèmes de la philosophie de l'histoire، مثلا الكتابات المختلفة لفيبر حول العلم أو حول العلوم أو حول لا سيونس، وكتابات زيمل متعلقة بمشاكل حول فلسفة التاريخ. المشترك فيما بين الكاتبين أنهما حاولا تأسيس برنامج بحث للسوسيولوجيا من خلال خاصية مزدوجة للظواهر الاجتماعية، وهي لوغ هيستوريسيتي، تاريخانياتها أنها متموقعة في التاريخ، ولوغ انتونسيوناليتي أنها يعني قصدية، فيها جانب القصد. Le premier très significant phénomène social, de par inscription historique, est toujours rigoureusement unique. يعني بمعنى أنه عندما نقول بأن الظاهرة الاجتماعية تاريخانية متموقعة في تاريخ معين، فإنها من خلال وصفها التاريخي يعني هي فريدة متفردة. Il constitue un ensemble de connexions causales concrètes, irréductibles au simple effet d'une loi déterminée. بالتالي le second، المسألة الثانية، que toute réalité sociale، يعني كل حقيقة اجتماعية، renvoie à l'action dotée de sens، منها أن كل حقيقة اجتماعية وظاهرة اجتماعية يعني تقودنا إلى المعنى الذي يعطيه الأفراد لذلك الفعل، au sens d'individu singulier، أفراد طبعا. Sans la saisie de ce sens, sans la compréhension de l'action، aucune élucidation non est possible. إذن يقول السوسيولوجيا الألمانية ترى بأن إذا لم نأخذ المعنى الذي يعطيه الأفراد لأفعالهم ولم نفهم الفعل، لا نستطيع أن نوضح الظاهرة، طبيعة الظاهرة. مثلا الانحراف، دراسة الانحراف التي قام بها هوارد بيكر، لو لم يعني يبحث مع المبحوثين معهم والمعنى الذي يعطونه لأفعالهم إلى آخره، ما كان سيكتشف مجموعة من الأشياء. La spécificité de cette approche, marquée par le primat à accorder en sociologie à la compréhension du sens، إذن طبعا السوسيولوجيا الألمانية ركزت على فهم المعنى، بينما السوسيولوجيا الفرنسية ركزت على تفسير الظواهر من خلال الأسباب، من خلال ظواهر اجتماعية أخرى. La spécificité de cette approche, marquée par le primat à accorder en sociologie à la compréhension du sens sur l'explication par les causes, n'aurait pas davantage suffi à construire un territoire disciplinaire si ce n'y était associé le travail d'investigation empirique et de construction institutionnelle. طبعا هذا الاتجاه نحو إعطاء الأهمية للفهم لم يكن سيكون له يعني سيبني
مجالا للسوسيولوجيا أو إلا طبعا بأعمال بحثية وإمبريقية. La sociologie allemande s'orienta résolument dans ces deux directions à partir des années 1900. À la différence de la sociologie française, son problème d'implantation universitaire était faible. Le développement des universités allemandes était largement supérieur à celui de la France, marqué par son système d'enseignement supérieur bicéphale. Les sociologues allemands avaient des postes, même si aucun n'avait l'intitulé sociologie. Par contre, construire l'identité de la nouvelle discipline fut l'objet de la على كل هنا ربما Deutsch Gesellschaft für Soziologie يعني مكتوبة بالألمانية لا أستطيع أن أقرأها ربما المجلة السوسيولوجية الألمانية qui fondée en 1909 rassembla la plupart des sociologues allemands dans l'organisation de journées communes de réflexion. Lorsqu'éclate la Première Guerre mondiale, la sociologie est donc une discipline de recherche et une discipline académique à part entière. عندما اندلعت الحرب العالمية الأولى كانت السوسيولوجيا مادة يعني في الجامعة أكاديمية يعني كاملة. على ces sociétés savantes, ces revues كان يعني هناك مهتمين بها مجلات إلى آخره. Ces collections et aux États-Unis ces textbooks un système طبعا هنا ليس في ألمانيا فقط وإنما الحديث هنا عن السوسيولوجيا بصفة عامة. عندما اندلعت الحرب العالمية الأولى كانت السوسيولوجيا مادة جامعية. Un système de contact internationaux se met progressivement en place. Si les grandes associations internationales n'existent pas encore, avec leurs congrès et leurs transhumance rituelle, de multiples liens se construisent de pays à pays, les livres sont traduits et commentés, les revues s'ouvrent aux articles étrangers, les grands auteurs sont invités, les étudiants n'hésitent pas à franchir l'Atlantique pour venir étudier à la Sorbonne ou à Heidelberg, mais simultanément il s'agit d'une discipline plurielle. L'école française et l'école allemande se distinguent non seulement par les références et les habitudes nationales, mais également par les conceptions épistémologiques et autour d'elles partiellement marginalisées, mais toujours présentes, subsistent divers groupes et diverses tendances. إذن هنا يتحدث أنه منذ تلك الفترة تميزت المدرسة الفرنسية عن المدرسة الألمانية. يعني إن صح التعبير السوسيولوجيا الباراديغم الوضعاني الكلي يعني فرنسي والباراديغم الآخر اللي هو الباراديغم الذاتي فهو ألماني بالدرجة الأولى. طبعا والباراديغم الذاتي الذي ساهم في تطويره أكثر فأكثر هي السوسيولوجيا الأمريكية وخاصة مدرسة شيكاغو. ولكن منطلق مدرسة شيكاغو هي يعني طبعا ما أنتجه الألمان. يعني مدرسة شيكاغو هي امتداد للسوسيولوجيا الألمانية. Maturation, sociologie empirique et nouveaux programmes. La Première Guerre mondiale inaugure une nouvelle période de construction de la discipline que l'on peut faire aller selon les critères définis précédemment jusqu'au milieu des années 1950. إذن طبعا الحرب العالمية الثانية الأولى طبعا سوف تفتح يعني فترة جديدة من بناء يعني السوسيولوجيا كمادة، والتي يمكن هذه الفترة يمكن أن نجعلها إلى حدود أواسط الخمسينات. يعني من 1914 إلى أواسط الخمسينات كانت هناك فترة معينة أخرى أو نقلة نوعية في السوسيولوجيا. إذن الفترة الأولى فترة التأسيس القوية هي ما بين 1890 و 1914. قبل ذلك كان هناك تمهيد إلى آخره، ولكن التأسيس القوي كان والإبستيمولوجي كان من 1890 إلى 1914. ثم كانت هناك فترات أخرى. Le centre de gravité de la sociologie
هنا طبعا الفترة ديال ما بين 1914 إلى 1950 ستبرز السوسيولوجيا الأمريكية، ستبرز يعني الولايات المتحدة الأمريكية كمركز ثقل في مجال السوسيولوجيا. Alors, le centre de gravité de la sociologie se déplace fondamentalement de l'autre côté de l'Atlantique. إذن سيذهب مركز الثقل إلى الجانب الآخر من المحيط الأطلنطي اللي هو أمريكا. La guerre a fauché en France، كانت الحرب في ألمانيا كذلك. Toute une partie de la jeunesse intellectuelle sans véritablement stagner la sociologie française, menée par les successeurs de Durkheim, Sémion, Mauss, Albosch, Bouglet, marque le pas. Le nombre des chaires universitaires reste très faible jusqu'en 1956. L'année sociologique, dont la dernière parution datée de 1912, ne renvoie le jour que de façon éphémère. Si des œuvres de grande qualité sont produites, notamment par Albosch et Mauss, l'élan collectif est ailleurs. Du côté de l'histoire, la première mouture de la revue des Annales date de 1929 et de l'ethnologie. L'Allemagne connaît à la même époque une situation très différente. L'essor de la sociologie se poursuit après la guerre et se marque. إذن فرنسا يعني كان هناك تراجع بعد الحرب العالمية الأولى في الإنتاجات السوسيولوجية. L'Allemagne connaît à la même époque une situation différente. عرفت الألمانية وضعية مختلفة. L'essor de la sociologie se poursuit après la guerre et se marque par la création de nombreuses chaires. يعني l'apparition d'œuvres importantes comme من هنا يعني ظهرت طبعا في ألمانيا أعمال مهمة جدا كأعمال ماكس شيلر وكارل مانهايم. Mais son contexte sociopolitique perturbe profondément le développement de la discipline. ولكن السياق السياسي والاجتماعي يعني كان يشوش على تطوير مادة السوسيولوجيا. Elle oriente certains chercheurs engagés dans une réflexion marxiste à un regroupement original et unique au sein d'un institut. من هنا ستظهر طبعا مدرسة فرانكفورت. مجموعة من الباحثين واللي في الأصل هم يعني من توجه ماركسي سوف ينشئون معهد الأبحاث الاجتماعية في فرانكفورت سنة 1923. Structure hybride ayant à la fois le statut de fondation privée et d'institut universitaire. فكانت هذا المعهد كان هو معهد خاص وفي نفس الوقت جامعي، كان لديه وضع أنه مؤسسة خاصة وفي نفس الوقت معهد جامعي. هذا المعهد كان فيه cet organisme regroupe autour de ماكس هوركهايمر، المؤسس ديالو طبعا ماكس هوركهايمر وتيودور أدورنو ومجموعة من الباحثين الآخرين. Une pléiade d'intellectuels issus de divers horizons disciplinaires والذين جاءوا من طبعا مواد مختلفة أو من اهتمامات مختلفة. pratiquant un marxisme critique وكانوا يمارسون ماركسية نقدية. L'arrivée de Hitler au pouvoir، فوصول هتلر إلى السلطة سوف يعني طبعا يؤدي إلى توقيف أعمال مدرسة فرانكفورت وأغلب يعني علمائها سيهاجرون. Car si le centre de gravité de la sociologie se déplace dans cette période, celle-ci trouve son unité dans la montée du totalitarisme. Ce ne sont plus les premiers développements du capitalisme industriel qui pèsent sur la sociologie européenne, mais le naufrage de la démocratie qui part de là, le politique atteint toutes les instances de la société. La réflexion universitaire n'est pas épargnée et aux autodafés nazis répondent le procès de Moscou contraignant à l'exil des centaines d'intellectuels universitaires. تيودور أدورنو هادو طبعا كلهم كانوا في المنفى. تيودور أدورنو، ماركس هوركهايمر، كارل مانهايم، ألفريد شوتس، كلهم ذهبوا إلى الولايات المتحدة الأمريكية. بول لازارسفيلد، بيتريم سوروكيم اللي هو روسي، جورج غورفيتش، pour ne citer que quelques-uns d'entre eux. Or par cet exil طبعا هذه الهجرة إلى أو المنفى اللي كان في الغالب إلى الولايات المتحدة الأمريكية qui le plus souvent aboutit aux États-Unis, la sociologie trouve matière من هنا يعني تقوت السوسيولوجيا à se renforcer
en s'enrichissant du jeu des influences réciproques. يعني. La sociologie américaine, dont le développement institutionnel avait été particulièrement précoce, était marquée par une certaine indétermination disciplinaire. Entre la psychologie sociale, l'ethnologie et la sociologie, les barrières étaient floues et fluctuantes. En revanche, la communauté d'exercice et d'institutions donnait une certaine identité à la discipline, à la tradition empirique et pragmatique anglo-saxonne. S'ajoutait une prodigieuse demande sociale, société constamment en train de se faire, superposant ces couches d'immigrants comme autant de strates d'une matrice commune. La société américaine multipliait les appels à l'étude et à l'enquête. Le travail sur le terrain s'imposait aux sociologues et à l'inverse du modèle européen à l'universitaire Durkheim, Weber, Zimmelmoss avaient été fondamentalement des hommes de cabinet. طبعا السوسيولوجيا الأمريكية ستتميز بالميدان على عكس مثلا دوركهايم فيبر زيملموس اللي كانوا يعني باحثين مكتبي يقال سوسيولوجي المكتب les hommes de cabinet travaillant sur des données recueillies par d'autres. طبعا كان دوركهايم ماكس فيبر وزيمل وموس يعني مارسيل موس يشتغلون على معطيات ثانوية يعني ليست معطيات من إنجازهم الميداني. Utilisant des techniques d'analyse simples وكانوا يستعملون تقنيات بسيطة إحصائية وكذا بسيطة و le concept l'emporte toujours en dernier sur le fait وكانوا يركزون على الجانب النظري المفهوم. La sociologie anglaise بخلاف ذلك فالسوسيولوجيا الإنجليزية avait développé une tendance radicalement opposée طورت يعني اتجاه مختلف تماما multipliant les innovations techniques dans le recueil et le traitement des données, mais ne parvenait jamais à dépasser le stade de la description sociographique. Au contraire, la sociologie américaine parvient non sans mal et sans lutte à réaliser pleinement le programme d'une authentique sociologie empirique. إذن تميزت السوسيولوجيا الأمريكية بالجانب الإمبيريقي الميداني. On peut émettre l'hypothèse que, au sein d'une tradition intellectuelle très proche, deux facteurs vont permettre à la sociologie américaine de réaliser ce que la sociologie anglaise ne parviendra pas à faire. La prégnance d'une société en plein développement, d'une part, multipliant les sollicitations et créant les conditions d'une recherche empirique professionnelle, la plasticité et simultanément la solidité de l'institution universitaire, d'autre part, capable aussi bien de s'ouvrir à des compétences neuves que de construire une tradition académique. Un exemple célèbre illustre parfaitement ce dernier point. La sociologie américaine est dominée entre les deux guerres par le département de sociologie de l'Université de Chicago, qui jusqu'en 1935 contrôlera la puissante American Sociological Association et sa revue The American Journal of Sociology. L'un des chefs de file incontesté de ce qu'on appellera parfois École de Chicago est Robert Ezra Park. Or, c'est un contemporain de Durkheim. Il n'a que 6 ans de moins que lui et de Weber. Mais il ne rentre à l'université qu'en 1914 après un parcours intellectuel et professionnel erratique qu'il aura mené de Harvard à Heidelberg et d'un emploi de journaliste à celui de secrétaire d'une association de défense. طبعا رغم أن مؤسس مدرسة شيكاغو روبرت بارك اللي عنده ليس المؤسس وإنما الذي عنده تأثير كبير حول هذه المدرسة فمدرسة شيكاغو روبرت بارك رغم أنه يصغر يعني يصغر فقط دوركهايم وفيبر ب6 سنوات لكنه لم يدخل الجامعة إلا متأخرا في سنة 1914 يعني بعد أن كان لديه عمل مهني ودرس في هارفارد هايدلبرغ وعمل كصحفي إلى آخره. recruté à 50 ans ولم يعمل إلا في سن 50 في الجامعة. Il marque non seulement la recherche urbaine
طبعا واشتغل على السوسيولوجيا الحضارية en constituant la ville comme laboratoire d'investigation. هو الذي طبعا أسس المدينة كمختبر اجتماعي، مختبر للتحقيق أو لإنجاز التحقيقات. Des rapports spatiaux entre les diverses communautés ethniques. Mais la sociologie américaine tout entière en enseignant avec Ernest Burgs, le plus célèbre textbook de la discipline. طبعا أسس كليهما أو كلاهما أسس كتاب يعني جيد يعني بيداغوجي اللي هو Introduction to the Science of Sociology، مقدمة في علم السوسيولوجيا سنة 1921. Dans ce contexte, في هذا السياق, la sociologie de cette période va être marquée par deux développements majeurs concernant les techniques de recherche d'une part, les grands programmes d'analyse de l'autre. في هذا السياق السوسيولوجيا في هذه الفترة ستعرف تطور يعني أمرين مهمين، وهما فيما يخص تقنيات البحث من جهة، وأيضا يعني برامج يعني تعلم الدراسة أو التحليل من جهة أخرى. L'enquête sociale du 19e siècle se substitue l'enquête sociologique. La première usée de méthodes les plus souvent spontanées, le chercheur qui était fréquemment un médecin, un fonctionnaire ou un amateur éclairé se rendait sur le terrain, discutait avec les gens, recherchait des informations collectées ou fabriquait des données numériques. Même lorsqu'il formalisait le mode de recueil des données, comme dans les monographies ouvrières du mouvement de Le Play, ou utiliser des instruments statistiques comme le Phi-Booth, l'enquête n'arrivait pas à dépasser le niveau de la description. Il lui manquait le lien interne avec un cadre théorique. Or, ce lien ne va pas de soi. Il nécessite aussi bien une épuration de la théorie, de ses dimensions doctrinales ou spéculatives, d'une palette de techniques permettant de produire le fait adéquat au cadre retenu. Les grandes études de la sociologie naissante, comme le suicide ou l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme, réalisaient exemplairement ce lien, mais en usant de données de seconde main, souvent précaires et laissant dans l'ombre tout ensemble de phénomènes. طبعا بعض الأبحاث في البداية أبحاث سوسيولوجية كانت هناك تحقيقات وكذا، ولكن لم تكن احترافية، كانت هاوية ولم تكن متطورة. لكن دراسة أو كتاب لو سويسيد لإميل دوركهيم وكذلك الأخلاق البروتستانتية وروح الرأسمالية كان يعني مهم، لكن المشكلة فيهما أنهما دراستين اعتمدتا على معطيات ثانوية وليست رئيسية، إذن فبالتالي معطيات يعني هشة. إميل دوركهيم اعتمد على معطيات ثانوية، وأيضا ماكس فيبر لم يقوما بنفسهما يعني جمع المعطيات. على الانفيرس، على العكس من ذلك، les grandes enquêtes de la sociologie empirique américaine، فتحقيقات السوسيولوجيا يعني الامبيريقية الأمريكية vont procéder à un double travail de constitution de mise dans la preuve de techniques multiples, d'autant plus aiguës qu'il s'effectuera à la faveur de la lutte contre les qualitativistes fondamentalement basés. هنا طبعا سيكون هناك صراع في أمريكا بين يعني أنصار المنهج الوصفي يعني الكيفية والتي تشكل مدرسة شيكاغو يعني المهد والمنبع، وأيضا ما يسمى بالإجرائيون والذين كانوا يوجدون في جامعة كولومبيا. Observation, récit de vie, questionnaire, entretien, analyse statistique. Les contenus seront à la fois développés du point de vue de leur efficacité ethnique. إذن طبعا هناك هذه المدارس طورت الملاحظة، حكايات يعني طبعا الريسي دو في، لي كيستيون الاستمارات، الانتروتيان، التحليل الإحصائي، تحليل المحتوى، كل هذه الأشياء طورت في الولايات المتحدة الأمريكية من خلال تعارض بين مدارس متعددة. Alors, elles seront à la fois développées du point de vue de leur efficacité technique et de celui de leur pertinence épistémologique. Maintenant, en 1955 بول لازارسفيلد فيينوا، هو في الأصل بول لازارسفيلد هو نمساوي مهاجر ومؤسس يعني ما يسمى ببيرو
مكتب يعني التطبيقات الاجتماعية أو الأبحاث الاجتماعية التطبيقية Bureau of Applied Social Research من جامعة كولومبيا، لأنه هو كان يركز على الإحصائيات. كولومبيا publiera avec يعني سوف ينشر مع موريس روزنبرغ un recueil de textes établissant pour de longues années le primat des méthodes quantitatives. هو يعني كان يعطي الأولوية للمناهج الكمية في البحث الكوانتيتاتيف The Language of Social Research. كان يعني كتاب بعنوان The Language of Social Research. Parallèlement, في نفس الفترة, cette intense activité empirique qui se marquera non seulement par une multitude de travaux, mais également par quelques grandes recherches qui viendront enrichir le patrimoine commun de la discipline. La période est marquée par une ouverture programmatique, inventant non plus de nouvelles techniques, mais de nouveaux modes d'intelligibilité des faits sociaux. Durkheim avait fondamentalement privilégié l'analyse causale. هنا نتحدث عن أشياء أخرى، فليس فقط تقنيات وإنما في لوبجي، يعني في كيفية يعني تحليل. فمثلا دوركهيم هو فضل يعني التحليل السببي، تفسير يعني التفسير. المدرسة الألمانية كانت تركز على معنى النشاط الاجتماعي. Ces deux directions se perpétueront tout en s'infléchissant et en laissant émerger d'autres grandes approches. Celle-ci le fonctionnalisme. هنا ستظهر مجموعة من التيارات السوسيولوجية يعني، ولكن طبعا لا باس الأصل هي المدرسة الألمانية والمدرسة الفرنسية. ستظهر طبعا لو فونكسيوناليسم يعني الوظيفية، البنيوية، لو ستركتوراليسم، الانتراكسيونيسم سامبوليك طبعا اللي هي التفاعلية الرمزية، لا سوسيولوجيا فينومينولوجيك، السوسيولوجيا فينومينولوجية الظاهراتية، المنهجية الشعبية l'ethnométhodologie se constitueront et se développeront tout au long de la période. Elles manifesteront à la fois la sensibilité de la sociologie aux autres disciplines et l'incessant mouvement de redéfinition de l'objet et du point de vue qui l'anime. Venu à la sociologie à partir de l'ethnologie, le fonctionnalisme et le structuralisme s'inspireront de la biologie et de la cybernétique et de la psychologie sociale pour le premier, de la linguistique et plus venu à la sociologie à partir de l'ethnologie. Le fonctionnalisme et le structuralisme s'inspireront de la biologie, de la cybernétique et de la psychologie sociale pour le premier, ça veut dire le fonctionnalisme, de la linguistique et plus spécifiquement de la phonologie pour le second, ça veut dire le structuralisme. Malgré leurs différences d'inspiration, ces deux approches ont en commun de privilégier le système sur les éléments. Système fonctionnel inspiré de la biologie puis de la cybernétique dans un cas, système formel caractérisé par une structure relationnelle déterminée dans le second, à l'image de la langue, où un mot ne prend sens que dans un réseau de substitution et de complémentarité. À l'inverse, l'interactionnisme symbolique, la sociologie phénoménologique et l'ethnométhodologie privilégient le sujet et son aptitude à donner sens aux situations qu'il rencontre, fortement influencé par la philosophie et la sociologie allemande, mais simultanément très enraciné dans la tradition américaine de l'école de Chicago. Ces approches critiquent l'objectivisme du fonctionnalisme et du structuralisme, à l'idée que la clé du social résiderait dans un ordre émanant qu'il appartiendrait aux sociologues de mettre en évidence. Elles opposent à la fragilité de sa construction au jour le jour par les interactions concrètes des acteurs. إذن من هنا طبعا كانت مدرسة التفاعلية الرمزية واللي هي وأيضا السوسيولوجيا الفينومينولوجيا الظاهراتية، الإثنوميثودولوجيا، هذه كلها يعني كانت تفضل
في الدراسات السوسيولوجية للفرد وقدرته على إعطاء المعاني للوضعيات التي يواجهها ويصادفها، وهي متأثرة بالفلسفة والسوسيولوجيا الألمانية بصفة خاصة، ولكن طبعا متجذرة في تقليد السوسيولوجي الأمريكي لمدرسة شيكاغو. وهذه المدرسة يعني هذه المقاربة التفاعل الرمزية تنتقد الموضوعانية أو الموضوعية للوظيفية والبنيوية. Mis à part le structuralisme introduit après la Seconde Guerre mondiale par les travaux de Lévi-Strauss، طبعا البنيوية طبعا يعني الذي أثر يعني ساهم في ظهورها هو أعمال ليفي-ستروس. Et le fonctionnalisme طبعا الوظيفية طورت من طرف مالينوفسكي ورادكليف براون au sein de l'école britannique d'anthropologie في إطار المدرسة البريطانية للأنثروبولوجيا. Tous les autres courants verront le jour aux États-Unis. يعني بينما التيارات الأخرى ستعرف النور في الولايات المتحدة الأمريكية. يعني التيارات الأخرى بمعنى الفينومينولوجيا، السوسيولوجيا الفينومينولوجية، وأيضا الإثنوميثودولوجيا، التفاعلية الرمزية، كل هذه التيارات سترى النور في الولايات المتحدة الأمريكية. Le principal représentant de la sociologie phénoménologique، إذن أهم ممثل للسوسيولوجيا الفينومينولوجية ألفريد شولتز هو نمساوي ولكن في الولايات المتحدة الأمريكية aux États-Unis où il fut contraint immigrer، يعني عاش طبعا مكرها هناك مهاجرا que s'exerça l'essentiel de son influence. Voilà. Si le fonctionnalisme s'est d'abord constitué au sein de l'anthropologie، ce sont cependant des théoriciens américains. فإذا كانت مثلا الوظيفية طورها في البداية يعني طورت من طرف الأنثروبولوجيا البريطانية من طرف مالينوفسكي ورادكليف براون، ولكن طبعا لو فونكسيوناليسم الذين أعطوا لها يعني دفعة قوية في مجال السوسيولوجيا الوظيفية هم روبرت ميرتون وأيضا تالكوت بارسونز qui lui donnera sa pleine portée sociologique. تالكوت بارسونز dominera fortement des décennies. فتالكوت بارسونز سيطر على يعني عقد مثلا من 1940 حتى 1950 وربما أكثر من ذلك، en introduisant une volonté de synthèse et de systématisation théorique auquel la sociologie américaine était peu habituée, bien que pouvant se réclamer d'une sociologie du sens et de l'intentionnalité inaugurée par la sociologie allemande du début du siècle. L'interactionnisme symbolique et l'ethnométhodologie sont des courants spécifiquement américains. Et طبعا رغم أن التفاعلية الرمزية والإثنوميثودولوجية طبعا يعني تتبنى يعني الانتماء إلى السوسيولوجيا المعنى أو كذا أو القصدية يعني السوسيولوجيا الألمانية، إلا أنها متميزة، وهذه التيارات ولدت في الولايات المتحدة الأمريكية. لو بروميي يعني التيار الأول اللي هو التفاعلية الرمزية سو ديفلوب يعني تطور في بين الحربين، وتميزت به مدرسة شيكاغو من خلال أعمال توماس ويليام توماس بارك بيرغس هيوغ هوارد بيكر إيرفين غوفمان. Grande construction théorique, il préfère l'observation systématique de situations d'interaction sociale et l'analyse des processus qui s'y jouent. Le phénomène social à la fois il gagne en complexité et perd en consistance. Une problématisation du fait massif est étude s'opère par une déconstruction de ces modalités sociales de production aboutissant parfois dans l'ethnométhodologie qui inaugureront Harold Garfinkel et Aaron Secorel à la transparence de les purs, marquée par un développement multiple et foisonnant, non dépourvu de dérapage, que stigmatiseront des auteurs comme Petrim Sorokim ou Robert Merton. Cette période assoit définitivement la sociologie dans son double statut
de disciplines de recherche et de disciplines académiques et consolide puissamment la constitution de son territoire. Sociologie contemporaine, sociologie al-mu'asira. Sociologie al-mu'asira. Au milieu des années 1950, s'ouvre une nouvelle étape de la construction de la sociologie. Certains de ces traits ont pu se mettre en place antérieurement, avec une force variable. Selon les pays. Mais leur articulation systématique constitue un mode nouveau d'exercice que l'on pourrait résumer par les termes suivants: différenciation institutionnelle, segmentation thématique, internationalisation, informatisation. Dans tous les pays développés et dans de nombreux pays intermédiaires, la sociologie a définitivement conquis sa place institutionnelle. Enseignée dans les grandes universités dotées de laboratoires de recherche, elle atteint, en tout cas à ce niveau, le statut de science établie. Le temps est loin où la France n'avait que 5 chaires et où le futur thésard pouvait compter sur les doigts d'une main son directeur potentiel. Plus de 200 professeurs et directeurs de recherche sont aujourd'hui habilités à le guider sur une population d'environ 1 millier d'enseignants et de chercheurs. Mais cette expansion génère simultanément une diversification. L'appel aux recherches sociologiques, dont le caractère massif ne concerne durant longtemps que les États-Unis, devient un instrument de fonctionnement des États modernes et plus encore des administrations et des grandes organisations. La période d'expansion de l'après-guerre se marquera dans les pays occidentaux par un développement sans précédent des études commanditées, frayant la voie à la définition de nouveaux profils professionnels plutôt que de faire appel ponctuellement à des équipes diverses. Certaines grandes administrations ou certains bureaux d'études préféreront se doter de sociologues permanents, inaugurant la profession de sociologue non universitaire. Cette diversification institutionnelle inégalement développée selon le pays et ce développement de la sociologie appliquée qui créeront une nouvelle manière de concevoir la discipline et de son exercice. Dès les travaux fondateurs du début du siècle, la sociologie, comme toute discipline scientifique, avait dû accepter en son sein des spécialisations thématiques. Celles-ci, cependant, restaient floues, comme en témoigne l'évolution des rubriques de recensement, des travaux dans les grandes revues ou les manuels. La nécessité pour un travail de recherche empiriquement fondé de se concentrer sur une ère donnée, le phénomène n'engendrait qu'une spécialisation ponctuelle. À l'inverse, entre les deux guerres, certains secteurs de l'activité sociale suscitèrent une concentration de travaux esquissant les traits des futurs champs de recherche. La ville et le travail constituèrent ainsi des premiers pôles de regroupement. Mais c'est surtout après la Seconde Guerre mondiale que ce qui n'était qu'exigence méthodologique ou concentration d'intérêt se transforma en un véritable mode d'exercice. Peu à peu, la sociologie multiplia ses champs d'investigation et tissa les liens étroits et multiples avec les acteurs et les institutions concernées. Il développa des stratégies diverses de recherche et d'alliance et constitua finalement des régions partiellement autonomes dotées de leur propre système de recherche, d'échange et de théorisation. Le travail, les organisations, le milieu urbain, les campagnes, l'éducation, la santé, les sports, les loisirs deviennent ainsi de micro-territoires dont la liste ne cesse de s'allonger et dont l'organisation interne gagne de plus en plus en complexité. Chaque champ voit se constituer, à côté de ces réseaux de travail et d'échange, de ces organes d'expression et de publication, une véritable culture scientifique spécifique marquée par ces conflits, ces débats, ces références théoriques et méthodologiques. L'apprenti sociologue doit non seulement reconnaître les grands classiques de la discipline, mais apprendre à pénétrer
les arcanes se vont mystérieux du champ où naïvement il a décidé d'inscrire sa recherche. Cette segmentation thématique est accrue, complexifiée par le mouvement d'internationalisation qui marque la discipline. Les grandes organisations professionnelles internationales, notamment l'Association internationale de sociologie et l'Association internationale des sociologues de langue française, organisent régulièrement des colloques où se réunissent en dehors des séances plénières des comités de recherche thématiques. Groupements ponctuels à l'origine, ceux-ci se sont structurés pour devenir de puissants réseaux internationaux dotés de leur organisation et de leur fonctionnement propre et régulier. Le Congrès mondial de sociologie de Madrid de 1970 vit se réunir ainsi 42 comités de recherche dont chacun ne tient pas moins de 6 à 8 sessions de travail. Différenciation institutionnelle, segmentation thématique, internationalisation, ces mouvements indiquent autant de dimensions par lesquelles la construction de la sociologie se poursuit et son territoire se complexifie. Comme dans les périodes antérieures, les innovations méthodologiques et techniques ne cessent également d'enrichir la panoplie du parfait sociologue. Après l'ère des affrontements entre qualitativistes et quantitativistes, s'est développée en partie grâce aux nouvelles techniques informatiques, l'ère du pluralisme méthodologique, techniques de recueil et surtout de traitement des données se sont multipliées en même temps que les capacités de leur exploitation s'accroissaient sans cesse grâce aux nouveaux outils disponibles. Résultat d'une telle multiplication est l'apparition de nouveaux clivages, non plus thématiques mais techniques. La maîtrise de certaines méthodes, la réflexion sur certains modèles peuvent tendre à s'autonomiser partiellement, à devenir l'apanage de certains et à engendrer aussi bien de nouvelles spécialités de recherche que de nouveaux modes de collaboration dans le travail concret au modèle du chercheur artisan, bricolant, des méthodologies ad hoc peut se substituer celui de l'équipe construisant rationnellement son collectif de travail sur la division des tâches et l'articulation des compétences. Une telle situation favorise-t-elle l'invention théorique et programmatique? La réponse n'est pas simple. Cette situation peut inscrire la théorie et l'épistémologie dans leur propre logique segmentaire et créer des spécialistes de l'un et l'autre champ. Il est assez rare que l'innovation provienne d'une telle spécialisation. Inversement, l'activité de recherche dans un domaine donné peut être suffisamment aiguë pour retrouver des problèmes généraux de la discipline et en renouveler l'approche. Cela est très net dans la sociologie française contemporaine où, à la différence de celle d'autres pays et d'une tradition finalement durkheimienne, l'invention théorique c'est le plus souvent associée à l'investigation empirique. Celle-ci ne peut alors se limiter au cadre finalement artificiel et partiellement hétéronome du découpage des champs et engendrer de véritables itinéraires transversaux, recomposant les phénomènes en fonction d'un engagement théorique ou programmatique de plus en plus clairement affirmé. La sociologie dynamique de Georges Ballandier, partant au début de son œuvre d'une problématique de la décolonisation, pour finalement aboutir à une interaction sur la modernité, celle d'Alain Touraine, traçant depuis l'étude des ouvriers de chez Renault jusqu'à celle des nouveaux mouvements sociaux, les voies renouvelées d'une sociologie de l'action et de l'historicité, ou le mouvement enfin qui mène Pierre Bourdieu de la sélection scolaire et la culture kabyle à une économie générale. Les pratiques centrées sur les notions de capital et d'habitus sont autant de manifestations de ce style commun. Unité et pluralité, texte et paradigme. Au fil de cette histoire se construit un territoire complexe et multiple. Ces diversités y sont telles que certains lui refusent toute autre unité que superficielle et pragmatique, considérant en dernière analyse comme simplement commode d'appeler sociologie l'ensemble disparate de ces études
et sociologues, ceux qui s'y consacrent. Bien que partagé par certains sociologues, ce point de vue est peu pertinent. Ils jugent la sociologie à l'aune d'une unité et d'une cohérence fantasmatique, alors que les travaux modernes d'histoire des sciences montrent qu'elles sont bien loin d'être même une réalité, dans les disciplines réputées dures ou sérieuses. À l'inverse, le problème est de saisir ce qui fait à la fois l'unité et la pluralité de cette sociologie dont vient d'être esquissée l'histoire. La réponse à une telle question n'est évidemment pas simple. On peut privilégier, comme le fait par exemple Raymond Boudon, une opposition fondatrice entre deux conceptions de la totalité sociale. Une conception holiste, posant le primat du tout sur la partie, et une conception analytique ou atomiste, posant celui de l'acteur sur le système. On peut, dans l'optique plus critique au sens philosophique du terme, de Jürgen Habermas, rechercher les conditions de possibilité du lien social et les voir dans la dualité entre le travail et sa rationalité instrumentale d'une part, l'activité communicationnelle et son postulat de réciprocité de l'autre. Quelle que soit la direction suivie et la solution proposée, ce qui importe en fait, c'est le complexe de préoccupations et d'interrogations partagées même de façon polémique où elles s'enracinent. La pluralité des approches, des théories, des méthodes, des programmes de recherche est pour le sociologue l'horizon commun de sa discipline. L'exercice de définition et de connaissance du social, quel que soit le terrain ou l'objet choisi, est pluriel et requiert la gestion de cette pluralité. Celle-ci ne consiste pas simplement à pratiquer l'œcuménisme, ou même s'il est des cas où cela semble la moins mauvaise solution, elle exige le plus souvent un principe de choix d'une théorie, d'une méthode, d'une technique impliquant une procédure préalable de justification. Or, dans l'activité de connaissance scientifique habituelle, ordinaire, cette justification se fait souvent de façon immédiate et analogique par renvoi à une analyse classique. Un texte connu, un auteur incontestable. Ce jeu des références, où l'on peut à juste titre voir une forme de repli sur l'autorité des maîtres, est décisif dans la constitution d'un territoire commun. Thomas Kuhn a fort bien montré qu'une science, à une époque donnée, était une matrice disciplinaire constituée non seulement de théories, de résultats, d'instrumentation, mais également de valeurs. Des duos de référence se transmettant et s'assimilant par la médiation concrète d'exemples de textes d'œuvres. Tout se passe à l'observation de l'historien et du sociologue de la science, comme si les axes logiques de l'analyse et de la démonstration avaient besoin pour s'accomplir de passer au creuset de réalisations singulières exemplaires. Une discipline bâtit son territoire en se bâtissant comme discipline. Par les objets, les gestes et les textes où s'incarne le savoir qu'elle se reconnaît, elle transmet en acte l'identité secrète de son projet.